Merci à tous d'être venus, toutes et tous d'être venus. Drainage et immunité en harmonie. Donc j'ai essayé comme d'habitude, j'ai essayé d'être assez pratique et de vous faire part de mon expérience. Voilà. Que propose un praticien à ses patients en dehors d'une affection aiguë? Alors en fait, c'est vrai, quand on interroge un certain nombre de confrères, eh bien, ils pensent d'abord à mettre en place un drainage, et en particulier un drainage organique, c'est-à-dire une détoxication émonctorielle. Donc on va donner l'ordre aux émonctoires de détoxiquer l'organisme, un drainage immunitaire afin de réduire les inflammations de bas grade, qui sont la cause de la plupart des pathologies organiques chroniques, et puis un drainage psycho-émotionnel de soulagement de ces tensions psychologiques au sein d'une écoute active. Alors, vous allez voir, je vais développer un petit peu l'approche de l'homéopathie complexiste dans les affections psychologiques. Il est clair que la thérapeutique psychologique, c'est avant tout une thérapeutique d'écoute. Donc, il faut prendre le temps d'écouter les gens, il faut que les gens mettent des mots sur leurs émotions. C'est clair que le remède homéopathique va permettre de lever certaines inhibitions, de gommer tout un tas de phénomènes, mais vous ne passerez pas en dehors de la solution de mettre des mots sur les émotions. Et malheureusement, avec Swissmedic, maintenant, Tarmed, on lance le chrono quand le patient rentre dans le cabinet, c'est difficile. Voilà. Alors en gros, si on met ça dans les 5 éléments, ça représente quoi? Vous avez un ensemble foie-rein, qui sont les deux principaux émonctoires, une détox organique, et puis vous avez un ensemble rate, poumon, gros intestin, qui représente le pôle immunitaire, et puis vous avez l'aspect cœur, chaîne, le moral, l'idéal, le sens à donner à sa vie. Donc, on va essayer de voir ces 3 grands niveaux d'action et en particulier, qu'est-ce qu'on peut proposer de simple et d'efficace. Hop, non. Oui. Alors, bien sûr, moi j'ai l'habitude d'utiliser la biologie. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas cette pratique, mais je vais quand même vous en dire un mot. J'utilise majoritairement 3 examens biologiques. Un examen qui s'appelle le bilan nutrition santé, qui est un bilan à 12 ou 24 paramètres, qui va évaluer les troubles métaboliques et immunitaires, et qui se fait d'ailleurs depuis cette année au laboratoire Salamin à Sierre, dans le Valais. Vous avez les tests ImuPro d'intolérance alimentaire, qui sont source de beaucoup d'inflammations de bas grade et de beaucoup de dysbiose et de tout un tas de problèmes chroniques. Et là aussi, on se rend compte que c'est des freins absolument importants à la guérison. Ça se fait aussi au laboratoire Salamin. Et puis, j'utilise un 3e bilan, qui est le bilan des neurotransmetteurs, qui est un bilan urinaire, lui, qui va permettre de détecter dans les urines les neurotransmetteurs corticaux et donc de voir comment le patient va gérer son moral et ses motivations. Voilà, on va doser 6 neurotransmetteurs et on va pouvoir faire des compensations spécifiques. Et là aussi, c'est assez simple. Vous demandez un kit à MyBiobox, il vous envoie la boîte, le patient fait pipi dedans et vous avez la réponse 15 jours après. Et puis si vous avez des difficultés, vous m'envoyez un petit mail et puis vous me téléphonez et puis vos premiers bilans, je les lirai avec vous. Alors, que propose un naturopathe? Alors, il va proposer... Notre civilisation moderne a multiplié les toxines exogènes et notre rythme de vie des toxines endogènes par saturation des organes d'élimination. Alors, qu'est-ce que le drainage? Le drainage, c'est une détoxication qui va se faire par la relance des émonctoires et qui va s'appuyer essentiellement sur le foie et la vésicule biliaire pour les toxines liposolubles, pour le rein et la vessie pour les toxines hydrosolubles et pour la rate pancréas, le système lymphoïde qui est en première ligne pour la gestion des chairs. La gestion des chairs en médecine chinoise, ça veut dire les phénomènes d'obésité et de maigreur. Alors les toxiques,
Alors, les toxiques extérieurs, voilà, les médicaments, la pollution, les pesticides, les solvants, les conservateurs, les métaux lourds. Vous avez en plus tous les phénomènes d'endotoxines, hein, les dysbioses, les hormones qui sont maintenant dans beaucoup d'aliments en plus, hein, et puis que les gens prennent là aussi de façon complètement inconsidérée. Hein, on voit des enfants qui sont à la cortisone à 6 mois, par exemple. Hein. C'est assez fou. Et puis, il y a tout un tas de... Bon, on a tendance... C'était très rigolo, d'ailleurs, parce que j'ai vécu l'ère du traitement hormonal substitutif. Hein, c'est-à-dire, on mettait des doses d'estrogène et de progestérone à toutes les femmes à partir de la ménopause. Comme ça, elles n'avaient plus de bouffée de chaleur. Et puis, on disait, et puis elles ne vieillissent plus. Et puis elles n'auront plus d'ostéoporose, etc. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord. Et je me débrouillais très très bien avec l'homéo. Mais toutes mes patientes étaient contentes et je ne voyais pas pourquoi j'allais les mettre sous traitement hormonal. Alors mes confrères avaient un jugement péremptoire. Ils me disaient, c'est parce que vous n'aimez pas les femmes. Bon, d'accord. Donc maintenant, on a tendance à donner des hormones pour tout et pour n'importe quoi. Donc les dysbioses intestinales, les intolérances alimentaires, ce qu'on appelle le leaky gut syndrome, c'est-à-dire l'intestin poreux, hein, en sachant qu'en fait, vous verrez que la pratique des dosages des intolérances alimentaires, on se rend compte qu'il y a énormément de troubles digestifs qui sont sous-tendus par des intolérances alimentaires qui évoluent vers des intestins poreux, ce qui donne des pathologies inflammatoires hépatiques chroniques et ce qui donne tout un tas de manifestations extrêmement graves. Alors pourquoi, là aussi, on peut se poser la question? D'abord parce qu'on nous a changé notre alimentation. Hein, dans les années 50, tout le monde mangeait bio, pratiquement. Hein, et puis maintenant, les poules, elles couraient dans les basses-cours. Hein. Maintenant, elles sont dans des boîtes à chaussures et puis elles sont nourries au tourteau transgénique. Donc les œufs, c'est plus les mêmes. Hein. Le lait, je ne vous en parle même pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore vu? Peut-être ici, dans le canton de Fribourg, on voit encore la peau du lait quand on fait chauffer le lait. Hein, ailleurs, c'est fini, on n'en voit plus. Donc c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et puis le pain, j'en parle même pas non plus. Hein. Les grands blés d'autrefois, maintenant on a des blés tétraploïdes avec des pailles très courtes, etc. Et donc évidemment très enrichis en gluten avec tous les phénomènes d'intolérance qu'on peut observer. Voilà, alors il y en a même qui se sont amusés à mettre en évidence les bisphénols, les différents parabènes, les PCB, les phtalates, hein, la formaldéhyde, les pesticides. Alors, tous les ans, à la même époque, c'est le grand marronnier des journaux féminins. Il est temps de faire votre détox de printemps. Ça fait 30 ans que, traditionnellement, à chaque printemps, les Chinois effectuent un temps d'arrêt. Ils font cela pour respecter le cycle de l'année et de la nature. Selon la médecine traditionnelle chinoise, en effet, chaque saison est liée à un organe. Et le printemps, qui a lieu en Chine plus tôt que chez nous, ils ont une demi-saison d'avance, est donc lié au foie et à la vésicule biliaire. Or, le foie est facilement engorgé, comme vous le savez bien. Alors évidemment, si le foie est engorgé, il y a plein de conséquences de la plénitude hépatique. Le rhume des foins, qui est une des premières conséquences, les phénomènes d'hypertension artérielle, la possibilité d'avoir un AVC, des douleurs d'épaule, des poussées hémorroïdaires, des troubles oculaires, etc. Donc, c'est intéressant de se poser la question de la nécessité d'un drainage hépatique. Alors là, c'est le scanner du naturopathe, hein, c'est de regarder la langue. Qu'est-ce qui sait regarder la langue? Maintenant, on n'apprend plus aux écoles en médecine. Même les dentistes, on ne leur apprend pas à regarder la langue. Alors que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Sur mon site, vous trouverez des tas de photos de langue comme celle-là. Hein, là, vous avez une langue qui est blanche avec, vous voyez, les bords qui gardent l'empreinte des dents. Hein, ça, c'est un patient fatigué avec un engorgement lymphoïde. Ça, c'est un phénomène de sécheresse, c'est ce qu'on appelle une langue géographique.
hein, donc il y a une sécheresse des tissus, donc il va y avoir des phénomènes d'acidose localisés. Et puis là, on a des picots sur le dos de la langue, ce qui caractérise les pathologies vasculaires qui ne vont pas tarder à se manifester. Vous voyez, il suffit de regarder la langue et tout de suite, on a le scanner du naturopathe est très parlant. Donc, pour effectuer cette mise au repos, les Chinois effectuent une diète traditionnelle de 7 semaines. Rien de compliqué, il suffit de suivre un cahier des charges précis. Réduire les graisses animales et les viandes grasses, on préférera le poulet et les volailles. Supprimer le sel, le sucre, le chocolat, ça c'est dur ça. Le café, le thé, l'alcool, ça c'est dur. Supprimer le blé et le maïs, éviter les légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches, tofu, supprimer les produits laitiers, ça c'est ici, c'est dans le canton de Fribourg, c'est dur. Éviter les épices fortes comme le poivre ou le piment, hein. On préférera les 17 épices sacrées telles que la cannelle, le paprika, le cumin ou encore le coriandre. Supprimer les cacahuètes, opter à la place pour les amandes ou des noix. Bref, c'est une sorte de carême prolongé. Donc, ça m'étonnerait que les Chinois eux-mêmes fassent encore ça. Hein. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est l'idée, hein, c'est-à-dire de laisser tomber un peu la surcharge hépatique. Alors, les Chinois, on peut se poser la question très souvent d'ailleurs, quand je veux taquiner mes élèves naturopathes, je leur pose la question, je leur dis, qu'est-ce que c'est pour vous le drainage? Alors ils me donnent tout un tas de réponses. Je leur dis, non mais quel est le mécanisme du drainage? Et en fait, le mécanisme du drainage, c'est les Chinois qui l'ont le mieux décrit. Hein, ils disent, voilà, le drainage, qui vise à accélérer les processus d'élimination toxinique, consiste à la prescription en basse dilution végétale d'une plante qui nourrit la structure pour relancer une fonction d'épuration défaillante. Alors je vous ai fait un petit schéma pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà. Vous avez un petit récipient qui est plein d'eau et le récipient qui contient de la structure, et à côté, vous avez le récipient qui contient de la fonction. Et normalement, pour que ça se passe bien, vous savez que structure et fonction sont indissociables, donc vous avez un petit tuyau qui va les relier. Hein. Donc si vous mettez une plante qui est de la structure dans le réservoir de gauche, eh bien ça va relancer le niveau du réservoir de droite. Autrement dit, pour les Chinois, l'utilisation des plantes comme moyen de drainage, vous fournissez une structure végétale qui va relancer une fonction, mais à une condition, justement, c'est que le petit tuyau soit opérationnel. Or, tous les accidents qu'on voit, c'est pour ça que je vous en parle ce soir, tous les problèmes et les aggravations que je vois de mes confrères naturopathes, c'est parce qu'ils ont oublié ça. Cette pratique s'appuie sur le fait qu'un redoublement du yin, c'est-à-dire on remet de la structure, se manifeste dans le yang et réciproquement. Or, il est 2 cas où nous devons formellement la contre-indiquer. Quand il y a une structure en excès, c'est-à-dire quand le réservoir de droit est déjà plein et que vous en rajoutez, hein, ça va être pire. Parce que si le réservoir de droit est déjà plein, c'est que le tuyau il est bouché. Voilà. C'est le cas des patients et des patientes qui, ayant absorbé quelques gouttes par jour d'une petite plante paraissant bien indiquée, ont pris en quelques semaines une dizaine de kilos bien difficiles à reperdre. Donc il faut commencer par disperser le yin en excès, c'est-à-dire proposer un régime, et je vais vous parler du régime diabétique, et observer que dans la plénitude du yin, il y a un refroidissement interne, et on le voit en homéopathie, un remède comme calcaracarpe, c'est typiquement un remède de plénitude pathologique de structure. C'est des obésités. Et c'est pour ça, alors je ne sais pas si vous avez été voir dans les autres pharmacies, je ne parlerai pas de celle-là, vous avez toujours un mur avec les plantes pour maigrir ou les plantes pour drainer, etc. Alors il y a de tout là-dedans. Hein. Bon. Alors s'il y a un mur avec 25 plantes différentes, c'est qu'il n'y en a aucune qui marche, parce qu'il y en aura une qui marche, ils n'auraient pas besoin de mettre un mur. Et même au contraire, plus elles vont prendre de plantes pour maigrir,
plus ça va les faire grossir. Parce que justement, l'équilibre yin-yang est bloqué. Donc méfiez-vous au drainage avec les plantes chez les personnes obèses. Vous allez les aggraver. C'est peut-être la base, mais j'ai vu beaucoup d'aggravations, donc. Puis après, elles ne sont pas contentes. Hein. Deuxième type d'aggravation qu'on voit dans le drainage, les hyperfonctions pathologiques, c'est-à-dire les syndromes allergiques ou inflammatoires. Parce que là, évidemment, si vous rajoutez de la structure, si vous mettez une plante et donc vous renforcez la structure, ça va passer dans le tuyau, mais le yang, il est déjà trop fort. Et donc, ça va faire exploser le système. Et donc, il faudra d'abord disperser le yang en excès, en particulier avec l'homéopathie ou la médecine chinoise, l'acupuncture. Et se rappeler que dans la plénitude de yang, il y a un échauffement externe. C'est le cas, par exemple, en homéopathie d'Arsenicum album, qui est un remède d'échauffement externe sur plénitude de yang. Alors, l'avantage des complexes homéopathiques, c'est qu'ils permettent d'éviter ces deux écueils. En effet, il y a peu de structures et ça disperse suffisamment la fonction. Et donc, ça réalise justement un drainage physiologique doux. Donc, vous ne risquez pas, ce qui s'apprend dans toutes les écoles, de mettre la cure de jus de bouleau, le machin, etc. Ça marche en effet dans les 80% des cas, mais vous avez 20% des gens qui ne sont pas bien. Alors, mon chouchou, épagalène. Alors, grand remède des affections hépatovésiculaires. Oh, on peut dire qu'à la limite, on pourrait le donner à tout le monde, celui-là. Je ne sais pas si vous savez, mais en Suisse, vous avez 40% des hommes qui ont un foie gras. Alors, on ne dit pas foie gras, hein, on dit stéatose hépatique. Hein. Ça fait plus sérieux. Et 20% des dames. Donc, c'est beaucoup. Hein. En sachant que le foie gras, ça donne relativement peu de symptômes, mais quand même, c'est une dysfonction qui peut dégénérer. Et en particulier, elle peut dégénérer sur la stéatofibrose, puis sur la cirrhose. Bon, ça, je dirais que c'est mon couteau suisse, ça, le R7. Alors, très intéressant aussi, les phénomènes de constipation. Alors, les gens boivent pas assez, les gens ne prennent pas assez de fibres, et puis surtout, le grand moteur de la constipation, du bol alimentaire, c'est la vésicule biliaire. Donc il faut systématiquement relancer la vésicule biliaire. Donc on va utiliser le R7 et puis le R7. Et le R37, lui, il va traiter beaucoup plus les phénomènes de sécheresse. Alors les phénomènes de sécheresse, vous voyez de quoi il est constitué. Alumina, bryonia, lycopodium, tout ça c'est des remèdes de sécheresse. Plombum, c'est un remède de paralysie motrice, et Nix vomica, c'est un remède de spasme. Et sulfure, c'est un grand remède de stagnation par paresse. Il y a 4 types de constipation. Dites-vous bien que vous avez fondamentalement une vésicule biliaire à relancer. Si ça ne suffit pas, c'est qu'il y a une sécheresse. Et donc à ce moment-là, on utilise le R7. Si le R7 est insuffisant à régler le problème, vous rajouterez le R37. Voilà. Et on va dire que là, à 95%, on a un très bon résultat. Par contre, il faut que la patiente ou le patient le prenne assez régulièrement et surtout ne laisse pas la constipation s'installer. Le petit symptôme intéressant de Plombum, c'est un symptôme de constipation chronique avec des épisodes de diarrhée salvatrice. Et en fait, le problème que souvent les gens viennent consulter dans les épisodes de diarrhée. Et oui, il faut leur dire, mais non, mais en effet, vous êtes mal, vous avez des coliques, vous avez de la diarrhée, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est votre constipation, les 3 semaines qui ont précédé. Alors, pour les hormones, alors, il faut comprendre que c'est le foie qui recycle les hormones. D'ailleurs, les hormones viennent du foie, puisque c'est la molécule de cholestérol qui est la structure de toutes les hormones stéroïdiennes. Et puis, c'est recyclé par le foie également. Donc ce foie va être en binôme avec les hormones et en particulier au moment de la ménopause
où on voit apparaître en effet des phénomènes de troubles digestifs, de constipation, de tout un tas de problèmes de stase et de ce qu'on appelle les chaleur. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Très intéressant. Actea racemosa, qui est un remède de vide de sang et de douleurs tendinomusculaires, l'achésis, qui est un grand remède de stagnation-chaleur, sanguinaria, qui est un remède de bouffée de chaleur avec la tête rouge, et puis sépia, qui est aussi un grand remède de vide de sang avec des phénomènes de sécheresse. Et puis un petit symptôme que vous recherchez, que les homéopathes connaissent bien, c'est le bearing down. Qu'est-ce qui ne sait pas ce que c'est que le bearing down? Alors ça, c'est un petit symptôme. Il faut poser la question aux patientes. Il n'y a pas beaucoup de remèdes homéopathiques contre ce symptôme-là. C'est le relâchement du hamac tendino-ligamentaire qui soutient la vessie et l'utérus. Et donc, c'est les femmes qui vous disent, avant ou pendant les règles, j'ai l'impression de sentir mon utérus, j'ai comme une balle de tennis qui appuie sur le périnée. À tel point que pour être bien, elle s'assoit et elle croise les jambes. Voilà. Et ce symptôme de bearing down est typiquement un symptôme d'engorgement hépatique et de mauvais métabolisme hormonal. Et il y a relâchement des tendons, puisque les tendons et les muscles sont sous la dépendance du foie. Alors, un petit peu plus tard, à l'adolescence ou au grand âge, il va falloir reminéraliser et puis donner, il n'y a pas que le drainage, il va falloir apporter des éléments intéressants, en particulier calcarea phos, calcarea fluor plus sur le versant ligamentaire, calcarea phos plus sur le versant osseux, et éclat lava, qui est un remède absolument magnifique, des exostoses et des becs de perroquet. Voilà, très très intéressant. Alors, actuellement, dans le monde, épidémie d'obésité. Alors, on commence à voir ça en Suisse. Faut bien dire qu'en Suisse, la quantité, par exemple, de sucre consommé par un Suisse de 1900 par rapport à un Suisse de 2022, la quantité de sucre a été multipliée par 6. Et puis le matin, il sortait, il prenait un bout de saucisson, un mug de café, il mettait sa cognée sur l'épaule et puis il allait couper 2-3 sapins pour se faire du bois de chauffage. Tandis que le Suisse, le pharmacien fribourgeois de 2024, il monte dans sa BMW, il met la clim, tu vois, et puis il va travailler tranquillement. Donc évidemment, il n'y a pas non plus les mêmes contraintes et la même combustion calorique. Donc évidemment, on voit de plus en plus de syndrome métabolique. Alors, ce syndrome métabolique, on l'estime à peu près à 15% de la population, et surtout à partir de 50 ans. Voilà. Alors, c'est l'association de 7 maladies. Alors, l'association de 7 maladies, on ne les a pas toutes les mêmes en même temps, mais quand on commence à en avoir une, les autres apparaissent dans les années qui suivent. Qu'est-ce que c'est? Une obésité abdominale. Et dans le Tessin, on dit la pancetta del commendatore. Un diabète de type 2, on commence à voir le sucre qui augmente. Une hyperlipidémie, vous savez que l'augmentation du cholestérol est le premier symptôme du diabète de type 2, bien avant la glycémie. La goutte, l'hypertension artérielle. Microalbuminurie, ça veut dire que le rein souffre. Ça veut dire qu'il y a une il y a des lésions rénales. Et puis phlébite et embolie, donc il y a une surcharge aussi sur le versant veineux. Donc ce syndrome métabolique, on a des remèdes qui vont aider énormément. Le R40, le diaglucon, qui comprend les grands remèdes comme l'icopodium, natrum sulf, phazéolus, uranium nitricum, alors grand remède uranium nitricum de la néphropathie diabétique. Dès que vous avez un patient avec une clearance de la créatinine qui diminue et de l'albumine dans les urines, uranium nitricum marche très bien pour limiter l'évolution de la néphropathie diabétique. Insulinum comp,
en cas de fringale. Alors, on va en parler justement des problèmes de prise de poids. Et c'est souvent les gens qui viennent vous voir parce qu'ils veulent drainer. En fait, ils vous expliquent qu'ils voudraient bien perdre du poids et être débarrassés de tous ces phénomènes d'engorgement. Et je vais vous démystifier complètement le problème du surpoids. C'est lié au yo-yo glycémique. Tous les gens qui sont en surpoids sont des gens qui font des yo-yo glycémiques, donc qui ont des hyperinsulinismes et qui, à terme, 5, 10, 15 ans après, deviendront des diabètes de type 2. Et si on les laisse encore évoluer, ils deviendront des syndromes métaboliques. Le R59, vésiculine, avec fucus et graphite. Alors très intéressant ça, fucus, grand remède, donc c'est une algue, relance de la thyroïde, très riche en iode. Et puis graphite, c'est un grand remède de l'épuisement surrénalien. Des phénomènes d'eczéma suintant, très intéressant. Un jour, j'ai une patiente qui rentre dans mon cabinet, et je la vois arriver, je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai la visite de Toutankhamon. Pourquoi j'ai pensé ça? Parce qu'elle avait un eczéma suintant sur tout le corps, et puis elle avait des bandes velpo, parce qu'évidemment, dès qu'elle s'habillait, ça collait à ses vêtements qui n'étaient pas récupérables, etc. Donc elle était couverte, on lui voyait les yeux et les visages, eczéma suintant. Bon. Alors je lui pose 2-3 questions, elle était un petit peu enrobée. Et puis, elle avait les 3 G de graphite, c'est-à-dire rose, grasse, grise. Dépressive, en surpoids, et puis en hyperlipidémie manifeste, quoi. Alors, on discute comme ça, gentiment, et puis elle me dit, vous êtes le 3e homéopathe que je viens voir. Les 2 premiers m'ont donné graphite, ça m'a aggravé terriblement. Merde alors. Moi qui me disais, tiens, ça c'est 100 francs vite gagnés, pas du tout. Il allait falloir que je me gratte la tête. Et alors, heureusement, j'ai mon joker, je lui ai fait un bilan, et le remède qui est sorti, c'est manganum. Manganum sulf. Et manganum sulf a exactement les symptômes de graphite, mais c'est pas un remède de rein, c'est un remède de foie. Et j'ai donné manganum sulf, elle a été guérie. Non, mais à chaque fois que je revois graphite, je revois Toutankhamon. Et la matière médicale dit que c'est un eczéma suintant, collant comme le miel. Voilà, donc le diaglucon, là, on s'adresse à des diabètes sucrés de type 2 avérés. Voilà. Et puis également le problème du pancréas. Alors le pancréas, c'est une glande double, comme beaucoup de glandes du corps, avec une sécrétion interne d'insuline et de glucagon, mais avec une sécrétion externe de lipase et de protéase. Et ces lipases et ces protéases ont un rôle méconnu mais très important dans la digestion, et donc en particulier au niveau des selles. On a des selles volumineuses, de nourriture peu digérée, des selles grasses, ça c'est assez typique, c'est les selles qui flottent dans la cuvette. Des selles qui flottent dans la cuvette, c'est une pancréatite débutante, il faut faire attention. Et également, ça joue un rôle dans le syndrome du côlon irritable. Voilà, très intéressant. Pancropatin. Alors il faut savoir qu'il y a des pancréatites aiguës qui donnent des crises douloureuses qui vont durer plusieurs jours, qui sont abominables, que rien ne calme, qui nécessitent l'hospitalisation et la mise sous morphine du patient, et que dans 85% des cas, c'est des pancréatites alcooliques. Dans les autres cas, c'est un caillou qui vient de la vésicule biliaire et qui s'est bloqué dans le pancréas, au niveau du sphincter d'Oddi. Alors ça, c'est mon deuxième chouchou, gastréo, tout ce qui est dysfonction digestive haute. Les gens mangent n'importe quoi, c'est clair, et en plus, ils ne prennent même pas le temps de manger, de mastiquer. Et alors, ils viennent se plaindre, ils ont des remontées acides, de l'aérophagie, ils ont des douleurs gastriques, etc. Voilà. Alors, c'est une formule qui marche très très bien, qui va permettre de lever le spasme et l'inflammation, mais qui ne vous dispensera pas de leur faire prendre conscience de leur niveau de stupidité. Voilà. Alors, vous avez arsenicum, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est vrai que c'est important. Alors, arsenicum album, qui est un grand remède de tension nerveuse permanente, difficulté à se détendre. Argentum nitricum, c'est des pressés
Ils mastiquent pas, et puis en plus, ils adorent le sucre, ils vont se gaver de sucre. J'avais un patient Argentum nitricum, il prenait son Ristrette, il mettait 4 morceaux de sucre dedans. Et alors il dit, c'est con, il me disait, c'est de la matière médicale pure, hein. Il disait, c'est con, ça me donne des brûlures d'estomac, mais je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, vous avez Belladome, qui est un grand anti-inflammatoire, hein. Vous avez Chamomilla, qui est un antalgique, Chelidonium, qui va lever les spasmes des voies biliaires, Lycopodium, grand remède de diabète également gras et de sécheresse des voies digestives, hein. Et puis anacardium, alors anacardium, c'est très intéressant, qui est un remède en particulier d'amélioration en mangeant. Ça se voit très bien dans l'ulcère de l'estomac, hein. Et puis Nux vomica, qui est le grand remède des intoxications en général, et alcoolique et médicamenteuse en particulier. Et puis bien sûr, on va sans oublier notre joker, Zincomet, qui est un remède d'oxygénation tissulaire qui est essentiel dans de nombreux cas, hein, parce qu'en fait tout ça, tous ces phénomènes d'engorgement et de troubles métaboliques divers, ça va entraîner un manque d'oxygène au niveau tissulaire, et en particulier, c'est le mécanisme qui va entraîner rapidement des poussées d'hypertension artérielle, de la fatigue bien sûr, et des poussées d'hypertension artérielle. Alors, le régime diabétique. Alors, je parlais à notre ami canadien, là, et je lui disais que j'avais eu la chance de suivre 2 séminaires avec le pape de la médecine bariatrique. La médecine bariatrique aux États-Unis, c'est les gens qui sont spécialisés en obésité. Alors, ils sont bien situés, là, aux États-Unis. C'est quand même la nation de McDonald's, hein. Alors, là-bas, ils les prennent en charge, ils considèrent un obèse à partir de 160 kg. Et ils les traitent en ambulatoire jusqu'à 300 kg. À partir de 300 kg, ils ne les traitent plus, parce que là, on est... Alors, si, mais c'est compliqué. Et alors, ils les mettent, parce qu'ils ne peuvent plus marcher correctement. Donc, ils les mettent dans des petits divans, comme ça, et puis il y a un clerc qui les lève, et puis qui les déplace, quoi. Le record mondial dépassant, il y a plusieurs cas qui ont été notés, ça dépasse 500 kg. Il y a des gens qui ont dépassé 500 kg, 525, etc. Voilà. Alors, tous ces gens-là, c'est tous des diabétiques de type 2, hein, et c'est des yo-yo glycémiques. Et notre ami Larocque, qui est le pape de la médecine bariatrique, après avoir passé sa vie à étudier ça, il dit, mais en fait, faire perdre du poids aux gens, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. D'ailleurs, j'ai écrit un petit livre là-dessus, si vous voulez des détails. Mais je vous le résume, c'est extrêmement simple. Gérer son poids, il n'y a rien de plus simple. Il faut éviter le yo-yo glycémique. Voilà. Si vous n'évitez pas le yo-yo glycémique, vous prendrez du poids. Alors, comment on fait? Alors, on fait ce qu'on appelle le régime diabétique. C'est un régime qui est très sympa parce qu'on mange de tout, mais on va répartir différemment et on va associer différemment. C'est un régime hypocalorique normoglucidique pour éviter les phases de fatigue et de fringale. Parce que quand la glycémie monte, vous grossissez, hein, quand ça baisse, vous êtes fatigué et vous avez faim. Donc vous avez faim, vous mangez, vous regrossissez, etc. Et donc, votre glycémie, elle fait yo-yo toute la journée et vous n'êtes pas bien. Voilà. Alors, quelles sont les règles? Très simple. Faire 4 petits repas. Donc, pas de gros. Alors, ça veut dire que la mode du jeûne intermittent, c'est une connerie monumentale. Alors, d'ailleurs, ça a été démontré il y a très très longtemps. On prenait 2 cages de rats. Hein, il y en avait un qui avait à manger pendant 2 heures par jour, et le reste du temps à jeun. Et l'autre cage, c'était en stabulation libre, il mangeait ce qu'il voulait quand il voulait. Et il mangeait les mêmes quantités. Les rats qui étaient en jeûne intermittent, ils grossissaient et pas les autres. Faire 4 petits repas. Éviter les aliments trop sucrés, gâteaux, miel, confiture, etc. Alors ça ne veut pas dire les supprimer complètement, c'est-à-dire vous goûtez. Prenez une petite cuillerée, vous goûtez. On ne prend de féculents que 2 fois par jour. 120 g de pommes de terre, de riz complet, de pâtes, de semoule, de maïs, etc.
ou 200 grammes de carottes. Attention, les carottes, c'est un farineux sucré. De lentilles, petits pois, pois chiches, haricots blancs, ou 60 grammes de pain complet si possible, ou 2 biscuits. Prendre une protéine à chaque repas. Pourquoi on prend une protéine à chacun des 4 petits repas? Parce que la protéine a la faculté, par le biais de la néoglycogénèse, de se transformer en sucre s'il y a besoin. Donc ça va éviter les hypos. Donc si ça évite les hypos, vous aurez moins faim, et donc il y aura moins d'hyper. Les légumes sont libres, asperges, aubergines, brocolis, choux, concombres, courges, cressons, endives, haricots verts, navets, poireaux, etc., etc. Ce qui se résume, pour vous, à poser 2 questions chaque fois que vous passez à table. Première question, je prends un farineux pesé ou un fruit. Le fruit, c'est le volume d'un verre. En sachant qu'un jus de fruits, c'est 3 fruits déjà. Un jus de fruits pressé. Et quelle protéine je mange avec? Donc oui, c'est un régime très simple, vous pouvez manger de tout. Simplement, vous répartissez dans la journée et à chaque fois, vous associez ou un fruit ou un farineux avec une protéine. Les légumes sont libres. Pas de régime qui fait pour tout. Ça, c'est un régime de la personne obèse. Enfin, disons, avec un surpoids de 10-15 kg minimum. Et là, ce qui va prédominer, c'est vraiment l'apport régulier d'une petite quantité de sucre pour pas qu'il y ait ce yo-yo. Et en fait, tous les gens, bon, ça fait 25 ans que je fais ce régime-là, ce qui est très intéressant, je vous le dis quand même, c'est intéressant, quelqu'un qui est obèse, qui vient dans mon cabinet, c'est un régime sans échec. C'est-à-dire, je leur explique. Alors d'abord, je leur dis, qu'est-ce que vous avez fait pour perdre du poids? Alors moi, c'est mon quart d'heure de détente. C'est-à-dire, elles me racontent tout ce qu'elles ont fait avant, c'est à mourir de rire. Et puis je leur dis, bon, ben moi, je vais vous donner un régime sans échec. C'est-à-dire, si vous faites ça, il n'y a pas d'échec, vous allez perdre 10, 15, et vous allez le faire tranquillement. Et surtout, ça marche. C'est 100% de réussite. Ça marche. Voilà. Et donc, simplement, il faut que ça soit suivi correctement. Alors j'en ai comme ça qui viennent et qui me disent ça ne marche pas. Alors je dis hop, on s'assoit, racontez-moi. Puis alors elle m'avoue qu'en fait c'est la saison des cerises. Et puis le soir, elle s'avale un saladier de cerises, tu vois, ou des trucs comme ça. Je dis non, là, vous n'avez pas fait le régime correctement. Voilà, là je vous ai donné une recette très simple, très physiologique qui va vous permettre de réussir tout le monde. Alors il faut le répéter plusieurs fois. Parce qu'il y a quand même des habitudes sur lesquelles il faut passer. Et puis aussi, il faut leur expliquer que si elles sont arrivées à un surpoids important, ça sera un régime à faire à vie. Et d'ailleurs, ce régime, ce n'est pas un régime, c'est une façon de manger physiologique. Tout le monde devrait faire comme ça. Voilà, côlon irritable, sel grasse. Alors, pour soutenir les fonctions pancréatiques et la sécrétion des sucs digestifs, et ainsi faciliter une meilleure digestion, le médicament, on voit réapparaître le R72 pancropatin qui va permettre justement d'améliorer la sécrétion de sucs pancréatiques. Ça, c'est les sels qui flottent dans la cuvette. Donc, action de régulation de sécrétion des sels digestifs. Alors, actuellement, il y a une grande mode, c'est le régime FoodMap, avec l'intolérance aux sucreries. Je vais vous avouer, j'en ai jamais vu. Bon, alors peut-être quelqu'un a l'expérience. Mais c'est très à la mode de faire le régime FoodMap. Très souvent, le syndrome du côlon irritable est lié à une intolérance. Et là, dans les intolérances, il y a une hiérarchie des intolérances. Alors, on va dire le podium. Le podium, les 3 premiers sur le podium, c'est le gluten, le lait de vache et les œufs. Et le blanc d'œuf en particulier. Ça, c'est les 3 plus grands. Mais des fois, on a des surprises. Des fois, c'est autre chose. Il y a des gens, c'est le soja. En particulier les végétariens qui mangent beaucoup de soja, souvent, ils deviennent intolérants au soja. Alors, ce syndrome métabolique, pourquoi c'est important de traiter le surpoids et le syndrome métabolique? Eh bien, parce que ça crée un véritable vieillissement rapide. Les gens avec un syndrome métabolique, c'est les statistiques américaines, ils perdent 6 ans d'espérance de vie. Parce qu'il y a une usure cartilagineuse, il y a une usure vasculaire, et même au niveau mental, c'est quand même l'oxygène qui est apporté par la vascularisation. Il y a un déclin cognitif qui est beaucoup plus rapide, et il y en a même qui disent que l'Alzheimer, en fait, c'est une forme larvée de diabète de type 2. Voilà, c'est sous-tendu par des diabètes
qu'on n'a pas traité astucieusement. Voilà, c'est le phénomène de glycation des protéines, c'est-à-dire sur les protéines vont se fixer des radicaux sucrés, hein, et ce qui vont entraîner un stress oxydatif, la sécheresse des tissus, et donc à ce moment-là, il faudra soutenir les fonctions défaillantes. Voilà. Alors, grand remède, alors ça aussi c'est un de mes chouchous, Jodin, c'est un grand remède du ralentissement, on peut même dire du vieillissement vasculaire et hormonal. Donc, grand remède des coups de vieux, hein, baritamur, conium, kaliiode, tout ça c'est plombum, tout ça c'est des grands remèdes de l'artériosclérose et des phénomènes de vieillissement vasculaire et neurologique. Donc à partir de 65-70 ans, la petite mamie ou le petit pépé qui commence à baisser un peu, à avoir de la claudication intermittente, des troubles du palpitant, etc. C'est vraiment le traitement de base. Pour les varices, rétention d'eau à hémovenin. Alors là aussi, vous avez, c'est une homéopathie qui est relativement simple et qui est très efficace. Aesculus, qui est le grand satellite de sulfure au niveau veineux. Calcarea fluor, qui est le grand remède des parois veineuses. Vous avez Amamélis, qui est le grand remède de stase du sang dans les membres inférieurs. Pulsatilla aussi, mais Pulsatilla, il est beaucoup plus lymphoïde que Amamélis, qui est beaucoup plus veineux. Et Cardus marianus, bien sûr, qui est un grand remède de vide de sang et d'eau. Et puis Vipera, qui est le grand remède préventif et curatif des phlébites et des périphlébites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les pathologies cardiaques. Alors, les pathologies cardiaques, Allium sativum composé. Donc ça, je m'en sers relativement peu parce que c'est vraiment une problématique de nervosité, tachyarrhythmie émotionnelle, etc. Mais le grand remède au niveau des troubles cardiaques organiques, c'est le R2 au rein, qui va jouer... Alors, si vous n'avez qu'un seul remède à donner, homéopathique, pour un infarctus du myocarde, par exemple, qu'est-ce que vous donnez? Si vous n'avez qu'un seul remède à donner pour une dissection aortique, qu'est-ce que vous donnez? Arnica. Tout à fait. Yann a raison. Arnica, c'est le grand remède des vaisseaux et du cœur. Et c'est vraiment le remède clé de toute la pathologie vasculaire, Arnica. Et ce qui est bien avec ce remède-là, c'est que ça marche à toutes les dilutions. Aconite. Alors, qu'est-ce qui contient le R2? Aconite napellus, grand remède des poussées tensionnelles. Arnica, grand remède du cœur et des vaisseaux. Aurum, grand remède de la sclérose vasculaire. Cactus, grand remède de l'angine de poitrine. Digitalis, grand remède des corlans. L'Orocerasus aussi, ischémie myocardique. Spigelia, les troubles du rythme avec migraine. Et puis Valeriana, c'est des remèdes de détente nerveuse et de troubles du sommeil en particulier. Voilà, avec le R2, on a vraiment un remède qui va apporter un confort à tous vos patients vasculaires. Alors, à partir du moment où vous avez un patient qui est plus organique. Donc là, le R5 ne va pas suffire, il faut passer au R3. Le R2 ne va pas suffire, il faut passer au R3. Et en particulier dans les états post-infarctus, les myocardites. Alors là, c'est très intéressant en particulier pour les gens qui ont des troubles du rythme et qui ont eu des myocardites ou des suspicions de myocardite. Petite différence, vous voyez, là on a mis arsenicum album, qui est un remède de nécrose, et puis Kalium carb, qui est un grand remède d'insuffisance cardio-respiratoire. Alors le R58, là on est vraiment dans l'insuffisance cardio-rénale, et là, dans la formule, elle est intéressante, vous avez Convalleria maïdis, le muguet, qui est un grand tonique cardiaque. D'ailleurs, toxique à haute dose, faut faire attention. Faites pas la tisane de muguet juste pour votre belle-mère. Et même Adonis vernalis aussi, d'ailleurs, c'est des grands toniques cardiaques. Ça, c'est vraiment les gens qui sont en insuffisance cardiaque, avec, vous savez, le bas des jambes qui gonflent, les chevilles enflées, etc. Oui, à partir du moment où vous avez
une stase en périphérie. Alors c'est assez facile d'ailleurs parce que le cœur droit et le cœur gauche ont des symptômes différents. Hein. L'insuffisance du cœur droit, c'est vraiment les jambes qui gonflent. L'insuffisance du cœur gauche, c'est tout est dyspnée. Voilà. Il faut faire attention parce que l'insuffisance du cœur gauche, ça peut déboucher sur un œdème aigu du poumon qui peut être mortel. Alors, trouble de mémoire, imbellion. Alors là aussi, c'est les gens qui ont des difficultés, une fatigue nerveuse, hein, des trous de mémoire, avec une incapacité temporaire à se souvenir. Alors la première mémoire qui part, c'est la mémoire récente. Il ne faut pas confondre non plus avec les gens qui font trop de choses et qui ont des difficultés d'organiser leur mémoire récente. Ça, c'est encore un autre problème. Voilà. Pour l'informaticien, je dirais que c'est un reboot neuronal. Théridion. Alors ça, c'est très intéressant. Le problème des vertiges est lié d'ailleurs en grande partie au problème des bourdonnements d'oreilles. Les vertiges, c'est une pathologie de l'oreille interne qui touche les canaux semi-circulaires, l'utricule et le sacule. Alors que les bourdonnements d'oreilles, ça touche la cochlée. Mais ils sont liés. Hein. Il y a la lymphe qui circule dans tous ces systèmes-là. Et alors en fait, il y a deux grands types de troubles. En particulier, vous pouvez à partir du moment où il y a vertige et bourdonnement d'oreille, vous demandez si c'est bilatéral ou si c'est unilatéral. Si c'est unilatéral, c'est un problème qui va toucher le sang. Et donc, c'est généralement des problèmes soit d'athéromatose cervicale, hein, soit des problèmes de pincement qui sont liés à une dysfonction cervicale. Si c'est bilatéral, c'est un problème de rein, parce qu'en fait, tout ça, ça baigne dans de l'eau, ça baigne dans du sang et de l'eau. Si c'est du sang, il y a un bourdonnement unilatéral. Si c'est de l'eau, c'est le rein, la surrénale qui déconne. J'ai eu un cas le mois dernier d'un gamin, je dis un gamin, il avait 25 ans, hein, il fait des arts martiaux, et puis son prof lui fait une prise un petit peu appuyée sur le cou, là. Il avait la tête sous le talon du prof, et puis le prof, 140 kilos, a appuyé un peu fort, et puis il s'est relevé, et puis maintenant il est handicapé, bourdonnement d'oreille, machin et tout. Alors en fait, il a coincé, il a fait un déplacement cervical, au niveau, je pense, C1, C2, et ça tire sur les branches de son ganglion cervical supérieur. Donc là, on est dans une irritation orthosympathique permanente. Mais en fait, la cause vraie, c'est qu'il faut réaligner son système vertébral. Ça va pas être évident. Alors, théridion, vous savez que c'est une araignée. C'est une araignée, c'est les petits symptômes de théridion, hein, vertige et en particulier malaise, maladie de Ménière, et malaise en descendant, dans la sensation de descente. Vous voyez, par exemple, là, on a un magnifique ascenseur, hein, et il pourra monter, mais il va être tétanisé à la descente de l'ascenseur, théridion. C'est un petit symptôme typique de théridion. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a coculus. Hein, coculus, alors c'est très intéressant. C'est une plante antillaise c'est une plante du burn-out. On s'en sert dans le burn-out, c'est-à-dire les gens qui sont tellement épuisés qu'ils n'arrivent plus à réguler leur sensation nerveuse. Lycopodium, qui est un grand remède de crispation, hein, et puis anacardium, qui est d'ailleurs un petit cousin de lycopodium et de causticum, qui est aussi un grand remède de sécheresse, avec des impulsions contradictoires. Anacardium, c'est un remède du groupe de l'ammonium, hein, donc c'est sur l'axe rein-cœur. Alors ça, c'est pour les messieurs, baisse de la libido. Alors qu'est-ce qu'on a? Acidum phosphoricum, oui, ça va. C'est un grand remède de dépression, hein, l'acide phosphorique. China, les vides de sang. Alors vous savez que une des grandes demandes en particulier des pays du tiers-monde, c'est pour les remèdes qui améliorent l'érection. Pourquoi? Eh bien parce que la plupart ce sont des gens qui vivent sur des climats humidité-chaleur. Et les climats humidité-chaleur, ça favorise les parasitoses. Et donc ce sont des gens qui, au cours des siècles, ont été sélectionnés pour avoir une immunité très forte et un taux d'anticorps très élevé. Et donc ils bougent progressivement, ils ont un vieillissement vasculaire qui se fait beaucoup plus vite, c'est pour ça qu'ils ont une hypertension.
et puis ils ont des troubles érectiles. En sachant qu'il y a quand même deux choses, hein, c'est le désir et la réalisation. Hein, c'est quand même deux choses assez différentes. Alors le rein, on a parlé beaucoup du foie, du pancréas, de la vésicule biliaire, hein, ce qui pour moi sont fondamentaux. Mais il faut parler aussi du rein, qui est très intéressant, parce que c'est lui qui va gérer les liquides et les minéraux, avec deux grandes échelles, l'urée, qui est la protéine, l'ion d'élimination des protéines en général, et l'acide urique, qui est l'élimination des purines, c'est-à-dire de l'ADN, des tissus jaunes, et qui va donner la goutte. Physiologiquement, l'alcool et le sucre sont également éliminés par le rein. En principe, il n'y a pas de sucre dans les urines, sauf si ça dépasse 1,8 g par litre, ce qui fait à peu près 20 millimoles. Quand vous êtes à 20 millimoles, qu'est-ce que je dis, de 10 millimoles de sucre dans le sang, bien le sucre en excès va être éliminé par l'urine. Donc il va falloir surveiller le rein. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, évidemment, le rein aussi va donner des calculs. Pourquoi il va donner des calculs? Eh bien, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Hein, c'est des sécheresses tissulaires. Ben, quand vous mettez de l'eau dans une casserole et puis que vous faites évaporer l'eau, ben, il y a le calcaire qui reste au fond de la casserole. Ben, c'est la même chose pour le rein. Donc, vous avez des phénomènes de sécheresse tissulaire qui vont se matérialiser par des calculs rénaux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la formule? Très intéressant, on a Berberis et Lycopodium, qui sont les deux grands remèdes des lithiases. Berberis, c'est une lithiase gauche, et Lycopodium, c'est une lithiase droite. Voilà, Sarsaparilla, c'est un remède de douleur urinaire, et puis nitrique acide, c'est aussi un remède de sécheresse aussi, et d'inflammation sur sécheresse. Voilà, ça c'est une formule qui marche bien. Alors évidemment, il faut que le patient, à partir du moment où il a commencé à faire un calcul, d'abord il faut lui dire de faire pipi dans le mouchoir pour récupérer le calcul, et puis pour voir de quoi il est fait, parce qu'il y a des calculs d'urate, d'oxalate, etc. Et donc on va lui donner des régimes un peu différents. Et puis ensuite, on va lui expliquer que c'est important qu'il boive suffisamment, hein, en particulier l'été, parce qu'on transpire, etc. Et puis, il faut se poser la question, pourquoi les tissus sont secs? Hein, ça, c'est une bonne question. Et les tissus sont secs, quand les tissus sont secs, alors, il y a forcément des lithiases d'origine génétique, hein, il y a des familles à lithiases, mais très souvent, c'est des problèmes de décrochage hormonal. Et donc, il va falloir explorer le décrochage hormonal. Il y a beaucoup plus d'hommes qui font des lithiases que de femmes, parce que les femmes ont une imprégnation hormonale bien meilleure. Voilà, irritation des voies urinaires, kalium arsenicosum, plombum phosphorus, oui. C'est pour les albuminuries. Hein. Plombum, c'est un grand remède de néphrite, hein. Phosphorus aussi. Kalium ars. Et puis alors, il y a quand même là-dedans une grande plante qui est diurétique et qui est une grande plante des relances de la fonction rénale, c'est Solidago. La verge d'or, qui est une astéracée. Alors, bien savoir que le rein peut être affecté par deux types de pathologies organiques. Glomérulaire, ça c'est souvent de nature auto-immune, glomérulonéphrite, maladie de Berger, etc. Ou au contraire tubulaire, de nature infectieuse. Et souvent, ça c'est une complication d'une cystite qui s'est chronicisée et qui est remontée jusqu'au rein. Alors là aussi, le rein, il faut faire très attention parce que comme le poumon, quand vous perdez une alvéole pulmonaire, vous ne la récupérez jamais. De même, au niveau du rein, vous perdez un glomérule, vous ne le récupérez jamais. Donc, ce sont des organes trésors dont il faut prendre grand soin. La goutte, on va dire un petit mot de la goutte. Donc, c'est un problème qui est lié aux purines, c'est-à-dire au noyau cellulaire. Et donc, on va trouver, où va-t-on trouver beaucoup de noyaux cellulaires? Dans tous les tissus à croissance rapide, c'est-à-dire les viandes jaunes, hein, les viandes blanches, la chasse, les poissons, les abats. Le turnover est extrêmement rapide et donc ça va donner des magnifiques, hein, pendant la chasse, il y a des magnifiques crises de gouttes. Et puis également, il faut savoir que l'alcool, le vin blanc et la bière vont bloquer le rein
et aggraver justement cet excès d'acide urique. Voilà, donc c'est une maladie qui va évoluer selon 3 manifestations. La crise de goutte, et là on a un complexe qui marche bien, c'est le R46. Donc, alors attention, les classiques vont donner de la colchicque. Le problème de la colchicque, c'est un poison violent. Et alors en effet, ça fait très bien céder la crise de goutte, mais dès le 3e jour, il y a une diarrhée qui s'installe, qui peut être extrêmement grave, parce que l'organisme essaie de se débarrasser du poison. Donc il faut prévenir le patient qui est au Colchimax ou autre produit à base de colchique, que c'est un produit toxique et que dès qu'il y a une accélération un peu évidente du transit, d'arrêter. Voilà. Et là, on a un produit qui est beaucoup plus physiologique et qui suffit la plupart du temps, en sachant que le régime de la crise de goutte, c'est un régime lacto-végétarien. C'est-à-dire on arrête tout ce qui est viande et alcool. La lithiase urique, ça c'est le risque de calcul qui survient dans les pathologies de type goutteux. Et puis les tophies goutteux, qui sont des dépôts d'acide urique qui déforment les articulations, en particulier les articulations des doigts, des poignets. Et sur mon site, j'ai une magnifique photo de tophie goutteux qui est complètement historique. Et c'est un jeune garçon qui faisait partie de un jeune valaisan qui faisait partie de la congrégation de Monseigneur Lefebvre. Et alors, il vient me voir, comme ça, je regarde ses doigts, des touffis goutteux, complètement déformés. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Il dit, j'ai jamais été voir le médecin, je prie, et puis Dieu, il pourvoit. Bon. Et puis, alors, la consoeur qui me l'a envoyé, je dis, mais tu sais, ça, c'est un gamin, il a une insuffisance rénale, il va en crever. Et il faut faire quelque chose et tout. Et on n'a jamais réussi à le sortir de la communauté, il est mort 2 ans après, d'une insuffisance rénale. Alors, 46, voilà, rhumatisme des avant-bras et des mains, gonflement, déformation des articulations. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ferrum phosphoricum. Alors ça, Ferrum phosphoricum, c'est le grand remède des douleurs des épaules. L'ulmer, ça contient de l'aspirine, c'est un très bon anti-inflammatoire. Lithium carb, c'est un grand remède de la goutte. Natrum sulf, c'est un remède des œdèmes. Et puis rhododendron, c'est un grand antirhumatismal avec en particulier ce petit symptôme intéressant qui est l'aggravation par temps humide et par temps d'orage. Voilà, et puis Nux vomica, qui est un grand remède d'intoxication générale. Et puis, ne pas oublier que la peau est un émonctoire accessoire. Et quand vous avez une dermatose chronique, eh bien, ça veut dire que les autres émonctoires sont en rade. Alors, il y a 2 grandes pathologies qui comportent des éruptions symétriques, chroniques ou récidivantes, qui sont typiques de troubles métaboliques internes. Le psoriasis, dont la cause est un trouble métabolique hépatique, c'est un vide de sang du foie, dit la médecine chinoise. Et là, on a 2 complexes qui font merveille dans le psoriasis, hépagalène, parce qu'il faut traiter le vide de sang du foie, et puis psoriacin, qui contient Arsenicum album, Berberis et Centella asiatica, qui est un remède justement de la peau et de la cicatrisation de la peau. Alors dans le pso, il y a toujours, le foie c'est le bouclier des émotions, il y a toujours un déclenchement psychologique. Donc il faut prendre le temps d'écouter les patients. Et puis il y a aussi une fragilité familiale souvent, il y a le grand-père qui a du pso, le père, le petit-fils, etc. Et puis, 2e grande dermatose, dont la cause est également un trouble interne, c'est un trouble du métabolisme rénal. Et d'ailleurs, la manifestation, c'est des bulles d'eau. C'est-à-dire les toxines qui sont normalement éliminées par le rein, elles sont plus correctement éliminées, donc elles sont rebalancées dans le flux sanguin et évacuées au niveau de la peau sous forme de bulles d'eau. Et quelle que soit la forme que prend l'eczéma, à partir du moment où il y a des bulles d'eau, ça peut être une forme fissuraire, suintante, sèche, tout ce que vous voulez. La définition de l'eczéma, c'est toute dermatose qui commence par des bulles d'eau. Donc ça veut dire que le rein ne va pas bien. Et donc là aussi, on va utiliser
un certain nombre de complexes pour essayer d'améliorer les choses. Et pas très loin d'ailleurs de l'eczéma, l'urticaire, où là il y a une manifestation rate en plus. Voilà. Arsenicum album, apis, sulfure. Ça, c'est 3 grands remèdes des inflammations sur blocage de l'eau. En particulier apis, c'est un grand remède du blocage de la circulation de l'eau dans le corps. Grand remède des crises d'urticaire géant, par exemple, en poussée. J'ai eu un patient, une maman comme ça, qui m'amène son fils. Elle me dit, docteur, voilà, il faudrait que vous fassiez quelque chose parce que mon fils crie la nuit. Bon, je dis, comment ça, il crie la nuit? Ben, il me dit, oui, il crie la nuit. Ben, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dort pas bien. Si, il dort bien, mais il crie la nuit. Ah bon? Ben, je dis, racontez-moi ce qui se passe. Alors il me dit, ben, il dort, et puis tout d'un coup, il dit, ça dure 1 minute et demie, puis il continue, il se rendort. Merde alors. Alors je sors le répertoire de Ken, tu vois, cri la nuit, sommeil profond, etc. Puis je tombe sur Apis. Et je donne Apis 30, guéri. Et alors là, je suis obligé de me poser la question. Je dis, bon, ben, d'accord, ça a marché, mais pourquoi? Ben, en fait, c'est facile. Il faisait un œdème cérébral pendant la nuit, et en fait, il avait un cri de méningée. Ça s'appelle un cri méningé. Et c'est des cris qu'on a dans la méningite. Et Apis a remis en circulation l'eau, et cet œdème cérébral qui donnait ce cri méningé a été gommé. Après, il faut se poser la question pourquoi il avait ce problème. Généralement, c'est les problèmes reins qui sont derrière. Volet suivant que je vous avais annoncé, c'est le problème du système immunitaire. Alors en fait, on va vous amener les gens pourquoi? On va vous les amener parce qu'ils ont des infections répétées ou chroniques, donc il va falloir relancer le système immunitaire. Il va falloir harmoniser les défenses immunitaires, c'est le cas en particulier des inflammations de bas grade, quasiment toujours sous-tendues par des intolérances alimentaires, qui font le lit d'une auto-immunité. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on dit qu'il y a un feu à l'interne. Et puis accompagner les traitements lourds, et en particulier dans les cancers. Voilà, ça c'est le rôle que le praticien homéopathe doit avoir et qui se présente pratiquement tous les jours au cabinet. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, une dame qui vient vous voir avec une maladie de base d'eau, vous savez, une hyperthyroïdie auto-immune. Bon, alors on lui donne du néomercazole pendant 2-3 ans, on lui enlève la thyroïde, éventuellement on lui irradie, enfin on lui fait tout un tas de trucs, et puis la maladie disparaît, on lui met de la thyroxine, et puis on lui dit vous êtes guéri. Il y a un feu à l'interne, on ne l'a pas traité, donc ça va sortir ailleurs. Donc il faut toujours se poser la question du mécanisme et de qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer d'intelligent. Alors le système immunitaire, c'est beaucoup de choses, c'est à peu près 2 kg de poids corporel. Donc c'est le système lymphatique, avec tous les ganglions lymphatiques, le thymus, les amygdales, les muqueuses, la peau, qui est le grand glacis du corps, la moelle osseuse, bien sûr, et puis également notre microbiote qui contient plus de 1500 souches différentes de bactéries, de virus et de champignons, et qui en principe maintient notre tonus immunitaire. Et puis des phénomènes de mémoire aussi, parce qu'on va garder mémoire de toutes les dysfonctions qui sont apparues et on va être capable de s'adapter beaucoup plus efficacement. Il faut bien sûr se méfier des terrains fragiles. L'alcool, qui est un très bon anxiolytique euphorisant, mais qui entraîne des déficits vitaminiques, B1, B6, B12, en particulier qui se voient dans les polynévrites. J'avais un patient comme ça qui vient me voir, et puis il me dit, c'est bizarre, on m'a mis des chaussettes d'insensibilité. Je lui dis, tiens, il dit, oui, par exemple, je vois, je peux bouger mon pied, mais à partir de la cheville, je ne le sens plus. C'est comme si j'avais une chaussette d'insensibilité. J'ai dit, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis barman. C'est maladie professionnelle. Il faut goûter les cocktails. Le tabac, irritant muqueux cancérigène, mais aussi, bien sûr, le diabète, grand terrain fragile. La microangiopathie diabétique va asphyxier les tissus qui cicatrisent mal.
il faut savoir que les microbes adorent le sucre. Donc c'est des gens qui vont vous faire des phénomènes de mauvaise cicatrisation, de surinfection systématique, et puis ils vont rapidement évoluer sur le syndrome métabolique avec une fatigue vasculaire, cardiaque, etc. Prendre le temps d'expliquer aux malades ce qu'est le régime diabétique. Voilà, le microbiote, donc 1400, 1500 bactéries. Alors, le microbiote des végétariens est beaucoup plus riche que celui des carnivores. Dyspepsie, R92, Bromelia compositum. Bromelia, c'est l'ananas, c'est l'enzyme de l'ananas, donc qui est un enzyme protéolytique qui est anti-inflammatoire, remarquable, et décongestionnant, remarquable. Vérifier l'existence d'une intolérance alimentaire, c'est 15% des patients maintenant, à partir de 40 ans. Alors, on les a chez les tout petits quand ils sont atopiques, quand ils ont des eczémas ou de l'asthme. Et là, c'est important de le mettre en évidence parce que si vous éradiquez pas les aliments qui sont irritants, vous les stabilisez jamais. Donc c'est important. Et puis, alors, quels sont les symptômes des intolérances alimentaires? Alors d'abord, les dyspepsies, c'est-à-dire les gens qui ont des troubles digestifs, que ce soit le côlon irritable, l'estomac, les remontées acides, etc., la constipation, etc. Vous avez tous les phénomènes dermatologiques, avec des plaques rouges, des dermites chroniques sèches, avec prurite, des prurites sans trop d'explication. Vous avez tous les phénomènes tendinomusculaires, avec le dérouillage matinal, les raideurs, les lombalgies, les épaules bloquées, tout ça. Et puis vous avez aussi les fatigues chroniques et les états dépressifs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est au niveau de l'étage digestif que s'absorbent les acides aminés qui sont précurseurs des neuromédiateurs. Donc si vous avez une inflammation de bas grade au niveau digestif, vous n'allez pas pouvoir synthétiser suffisamment de neurotransmetteurs et donc vous allez être anxieux, vous allez être dépressif, etc. Et le seul fait d'arrêter l'aliment irritant, en l'espace de 15 jours, ça change complètement le tableau. Alors le problème après, c'est pour que les gens soient sérieux et s'y tiennent. Alors vous verrez aussi, il y a les gens qui font ça, ils vous proposent au bout de quelques mois de faire des tests de provocation, c'est-à-dire d'essayer d'en reprendre pour voir ce que ça fait. Ça ne sert à rien, ça vous pouvez oublier. Dans les tests d'intolérance alimentaire, vous avez de 22 tests jusqu'à 250. Donc ce n'est pas la peine d'en faire 250, vous en faites 22. Déjà, s'il n'y a rien dans les 22, il n'y aura pas ça dans les 250. Puis en fait, les principaux aliments allergènes, ils sont testés par les 22. Donc c'est beaucoup moins cher et ça suffit largement. Voilà, Reykjavik 83, Solanum compositum. Alors c'est un complexe qui réduit l'hypersensibilité alimentaire. On pourra utiliser les probiotiques en cas de diarrhée et les prébiotiques dans les autres cas. Alors il y a eu une grande époque des probiotiques où on disait que ça guérissait tout. Puis en fait, les gens sont... Depuis qu'on fait les tests d'intolérance alimentaire, on a compris plein de choses. Et on s'est rendu compte que les probiotiques avaient un effet qui était surtout intéressant quand le transit était rapide et qui avait vraiment une altération de la flore. Dans les autres cas, ça ne marche pas bien, il faut mieux donner des prébiotiques. Alors pourquoi on peut dire ça? Parce que quand vous donnez un probiotique avec une souche typée, vous en donnez 10 milliards par jour, par exemple, et que vous récupérez les selles, vous vous rendez compte qu'il a disparu au niveau des selles. Ça veut dire qu'il ne s'est pas du tout implanté. Il a été digéré par la flore endogène, mais il ne s'est pas du tout implanté. Sauf en cas de diarrhée, où là, en effet, comme il n'y a plus de flore endogène, il la remplace. Au moins pendant un temps. Alors, pour relancer l'immunité, R26, rémicin, et R60, purémine. Alors, très intéressant, je ne sais pas si vous voyez les remèdes, nitrique acide, phosphorique acide. Là, on est dans les acides, on est dans la décompensation entre la rate et le rein. C'est vraiment des remèdes de gens qui sont secs, dépressifs, irritables, fatigués.
et qui vont avoir en particulier des fissures et des ulcérations. Calcara iode, c'est un grand remède des ganglions et des végétations affectées. Ferrum iode, c'est aussi un grand remède des anémies. Et puis sulfure, bien sûr, un grand remède des engorgements. Donc ça, c'est un remède de relance de l'immunité qui marche bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un venin d'araignée, Aranea diadema, l'araignée diadème, la ciguë, la fumeterre, qui est un très bonne plante du foie, et par sulfure aussi, qui est un grand remède du foie. Gallium, qui est un immunostimulant, qui est un métal immunostimulant. Juglans regia, la noix, qui contient beaucoup d'oméga 3. Myosotis, qui est un décongestionnant lymphoïde. Vous voyez, c'est des formules qui sont vraiment très simples et très efficaces, et bien choisies. Alors, le surmenage physique et intellectuel, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé, avec phosphorique acide, très intéressant. Acide phosphoricum, c'est la personne qui est épuisée et qui n'en peut plus. Il a dépassé le stade de la réaction. Voilà. Alors, purémine, ça c'est un grand, on l'a vu pour le psoriasis, c'est un grand remède des impuretés de la peau et de détoxification du sang. Alors, très intéressant, on voit aussi Juglans regia qui revient là, Sarsaparilla, D6, Scrofularia nodosa. Scrofularia nodosa, c'est un grand anti-inflammatoire. Il est aussi efficace que la grippe du diable. Il est moins connu, moins utilisé, mais il est aussi efficace que la grippe du diable. Grand anti-inflammatoire, Scrofularia. Et alors moi, j'ai eu un cas en particulier de Sarsaparilla, comme ça. Et là, j'ai fait une erreur. C'était une dame qui avait un gros eczéma des yeux, de type Sarsaparilla. Et puis alors, je sais trop que les patients allergiques, ils surréagissent à tout et à n'importe quoi. Donc, je fais attention. Donc, je lui demande quand même un bilan et il sort Sarsaparilla. Donc, j'avais la confirmation que c'était vraiment son remède. Et j'ai fait une erreur, je l'ai donné en trop basse dilution, je l'ai donné en D1. Ça a fait exploser le truc. Alors, c'était le bon remède, mais ce n'était pas la bonne dilution. Comme quoi, il faut se méfier quand même. C'est pour ça, D6, c'est une dilution intermédiaire qui est bien, qui est suffisamment basse pour avoir un bon effet tissulaire, mais qui est quand même pas trop haute pour avoir un risque de pathogénésie. Et puis enfin, il y a le poumon aussi, il ne faut pas l'oublier celui-là, en draineur. En plus d'oxygéner les tissus et la création d'énergie via le cycle de Krebs, il a un rôle capital dans la formation du tampon bicarbonate. C'est lui qui va limiter les phénomènes d'acidose localisée qui sont secondaires à la sécheresse des tissus. Alors, il y a deux grands types de pathologies pour le poumon. Il y a les pathologies restrictives, les abcès, les emphysèmes, la tuberculose. C'est le nombre des alvéoles qui se réduit. Et puis, vous avez des pathologies de type obstructive. Là, il y a les alvéoles, mais c'est les tuyaux qui ne vont pas. Bronchite chronique, dilatation des bronches, asthme. Bon, l'asthme, c'est ce qu'il y a de moins grave, c'est juste spasmodique. La bronchite chronique, c'est déjà plus embêtant. Puis la dilatation des bronches, c'est une auto-immunité, donc c'est autodégradant. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? D'abord, on se rend compte que la plupart de ces gens, c'est des tabagiques. Et donc, évidemment, il faut leur expliquer que le tabac tue un tabagique sur deux. Donc, ils ont 50% de chances d'en mourir, soit par des pathologies artérielles évolutives, artérite oblitérante, soit par des pathologies de restriction respiratoire, dilatation des bronches, etc., soit par l'évolution d'un cancer, surtout s'il y a association alcool plus tabac. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils fument? C'est cher, c'est pas très bon au goût. Eh bien parce que le tabac contient énormément d'alcaloïdes et en particulier beaucoup de dopaminergiques. Autrement dit, ça leur dope, ça fait pétiller les petits neurones et ça les met bien. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont besoin également de prendre de l'alcool, parce que l'alcool a un effet plutôt noradrénergique. Donc avec les deux, ils se sentent bien, mais par contre, au niveau de la structure, c'est pas terrible. Voilà, donc Tabacum compositum. Donc là, on va utiliser quoi? Eh bien, Agaricus. Alors Agaricus, c'est intéressant. Vous savez ce que c'est?
C'est un champignon. Qu'est-ce qu'il contient? Non, pas de Paris. C'est pas cette Paris. Non, c'est l'agaric Des champs. champs, oui. Vous savez ce qu'il contient? Du LSD. C'était la drogue des Vikings. Ils se faisaient des tisanes d'agaric. Non, mais c'est intéressant. Alors, agaric, vous verrez, dans la pathogénésie d'agaric, il y a vraiment des impressions de flottement, de bien-être. C'est très, très particulier. Un petit peu les effets dopaminergiques du tabac. Voilà. Echinacea, alors grand remède pour remonter les globules blancs et pour éviter les complications infectieuses. Natrum mûr, grand remède des deuils, de la tristesse suite de perte et de deuil. Et puis Robinia pseudo-acacia, l'acacia, qui est un grand remède de gastralgie, mais aussi un grand remède de tension nerveuse, qui ressemble un peu à Nux vomica. Donc émotionnel mal géré, etc. Et puis tabacum, bien sûr, mais ça c'est à titre isothérapique. Puisque vous savez qu'on ne peut pas utiliser la même substance pour traiter, le remède doit être non pas identique mais semblable. C'est-à-dire c'est un remède différent qui doit donner les mêmes symptômes. C'est pour ça qu'Apis n'est pas le remède de la piqûre d'abeille, c'est l'édome palustre. Apis c'est un isothérapique, alors que l'édome palus, c'est le remède homéopathique des piqûres d'abeilles. Alors, le poumon gère les gaz, c'est quand même, on ne s'en rend pas compte, mais c'est 12 litres, on respire 12 litres d'air par jour. 12 kilos d'air par jour. L'air a un poids quand même. Alors, en cas d'affection bronchique, il va falloir drainer, entre guillemets, fortifier les voies respiratoires. Donc, là, vous avez le R57, qui est le sclerosan, qui est un remède des affections bronchiques répétées en particulier, avec une hypersensibilité bronchique et même certaines prédispositions de type allergique. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens en particulier, on le voit l'été, avec la clim. On ouvre une fenêtre, ou l'hiver, on ouvre une fenêtre, il commence à tousser dans la pièce d'à côté. Voilà. Et ça marche bien parce que ça va limiter leur hypersensibilité. Alors bien sûr, là-dedans, vous avez Silicea, qui est le grand remède du poumon, la fragilité du poumon. Et puis vous avez Teucrium, la germandraie, qui est un grand remède d'inflammation des muqueuses. C'est un grand remède des inflammations muqueuses respiratoires. Jussutin, sirop et gouttes, ça c'est pour les problèmes de toux et de bronchite. En aigu, alors très bonne prescription téléphonique, ça. Mon fils y tousse, etc. Hop, Jutussin, ça va très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder la formule. Alors, vous avez IPK, qui est un remède de toux grasse. Vous avez Brione, qui est un remède de pleurésie et de pneumopathie un peu importante. Vous en avez un que j'aime bien, c'est Corallium rubrum, le corail, qui a une très forte spasmodicité. Le cuivre aussi, qui a une très forte spasmodicité. La cochenille, Drosera, que vous connaissez bien, qui est la plante carnivore de nos Alpes suisses. Spongia tosta aussi, il y a vraiment tous les grands remèdes, et même Thymus vulgaris, qui est très sédatif au niveau spasmodique. C'est un complexe vraiment de la spasticité des voies respiratoires. En même temps, c'est désinfectant, en particulier avec Thymus vulgaris. Ça, c'est une très très bonne formule du poumon. L'asthme. Alors l'asthme, l'asthme, il y a toujours un élément. Alors il faut voir, pour moi, il y a essentiellement 3 grands types d'asthme. Il y a l'asthme de l'enfant atopique. Alors l'enfant atopique, c'est un enfant qui commence son existence avec de l'eczéma dans les 6 premiers mois de sa vie. Donc il va commencer, généralement il va chez le pédiatre qui lui fait les vaccins. Et puis, il démarre un eczéma fulminant qui va se transformer en rhume des foins, puis en asthme, etc. Et puis, il y a un tiers de ces enfants atopiques qui va guérir vers la puberté. Il y en a un autre tiers qui va guérir à l'âge adulte, à peu près 20 ans. Et puis, il y a un dernier tiers qui va trimballer toutes ces maladies allergiques toute leur vie.
Et j'avais une copine psychologue comme ça, elle prenait un biscuit lu, vous savez, les petits biscuits comme ça, et il y a un peu de lait dedans, hein, et puis elle commençait à se gratter les yeux, à se gratter de partout, simplement avec un petit lu. Impressionnant. Hein. Voilà, atopique. Voilà. Deuxième grand type, eh ben, c'est les asthmes vrais. Chez les enfants, généralement, il y a un élément émotionnel. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on les envoyait à la montagne. Là, hein. Et en fait, ça leur faisait du bien, ils respiraient le bon air, mais surtout, ils étaient éloignés de leurs parents, donc ça leur faisait du bien. Et puis, après, il y a les asthmes après la ménopause, ou périménopausiques. Et là aussi, il y a d'autres problèmes. Là, c'est qu'est-ce qui écrase le poumon? Voilà. Alors, généralement, il y a des phénomènes vasculaires, il y a tout un tas de phénomènes. Voilà. Alors, c'est intéressant quand même de voir qu'est-ce qu'il y a dans la formule. Eh bien, il y a des grands remèdes du poumon, hein, Silicea, Bryonia, hein, Cinchona, oui, ça c'est un grand remède de... C'est un... Cinchona, c'est le... Achicorée, hein, qui est une fleur de bac d'ailleurs. Hein. Ferrumphos, un grand remède de vide de sang, et puis Kalium Carb, qui est un remède d'insuffisance cardio-respiratoire, très intéressant. Dulcamara, qui est un grand remède de sensibilité à l'humidité, et puis phosphore, qui est quand même le super polycrèse du poumon. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est Kalium Carb, parce que c'est un remède d'insuffisance cardio-respiratoire. Il faut savoir que le spasme qu'il y a sur les bronches, c'est un spasme qui va atteindre aussi les veines et les artères pulmonaires. Et en fait, les asthmatiques, si vous laissez normalement évoluer une crise d'asthme, chez le jeune en particulier, elle va se calmer toute seule. Mais si vous la ventolinez, eh bien, ce spasme va aller beaucoup trop loin, et puis le patient va mourir d'un désamorçage de la pompe cardiaque. Donc en fait, là, ce n'est pas qu'une maladie pulmonaire, c'est une affection spasmodique, mais qui va avoir un impact à la fois pulmonaire et cardiaque. Et c'est pour ça que le choix de Kalium Carb est très bien. Alors, vous savez que moi, je raisonne beaucoup avec les phases de Reykjavik. Hein, et donc, il y a les maladies de l'enfance, hein, avec des glaires, de la stagnation, de l'inflammation, des glaires, de la fièvre. Et puis, il y a les maladies de l'âge adulte, avec les maladies allergiques, et puis la déposition, c'est-à-dire les prises de poids, les auto-intoxications. Et puis, à partir de la phase 4, on passe en sécheresse, en inflammation localisée, et puis en maladie auto-immune, vascularite, et puis en cancer. Voilà. Et donc, un des rôles du praticien, c'est de voir à quel stade en est votre patient. Alors, à part les enfants qui, généralement, de façon évidente, sont en phase 1 ou 2, ou les atopiques qui démarrent leur vie sont déjà en phase 3, hein, eh bien, les gens qui viennent vous consulter, c'est surtout des phases 3 et 4. Donc, est-ce qu'il y a un problème de maladie allergique? Est-ce qu'il y a un problème de surcharge? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans des phénomènes d'inflammation sur sécheresse tissulaire? Voilà. Alors, c'est très important d'évaluer le stress oxydatif, hein, en sachant que dans le temps, les phases d'inflammation et de sclérose se succèdent. C'est-à-dire la maladie ne va pas évoluer de façon linéaire, il va y avoir des phases aiguës et des phases chroniques, et que ça ne sera pas les mêmes remèdes et ce ne sera pas les mêmes conseils qu'on donnera, et les mêmes remèdes qu'on utilisera. Et donc, il faut faire un bilan d'ensemble avant de déterminer par quoi on va commencer. Avant de développer les efforts de drainage, il convient de prendre en compte le niveau fonctionnel de l'immunité du patient. Phase 1, 2, 3, enfant, adolescent, adulte jeune, glaire, infection et allergie. Le système immunitaire est bas, hein, on observera des infections à répétition ou des allergies. Donc, Reykjavik R93, glandula thymique composée, ça c'est très très bien chez les enfants qui ont des phénomènes d'intoxication chronique. Hein. Et puis, Echinacea composé, R193 pour toutes les phases infectieuses. Et puis, si c'est récidivant, en particulier au niveau de la peau, Staphylococcinum composé. Ça, c'est le grand remède de fond des furonculoses. On peut l'utiliser dans l'acné aussi, hein, le R837. Voilà, pour les bronchites. Alors, quand l'infection intéresse les bronchites,
R17, scrofularia, je vous ai dit que scrofularia, grand anti-inflammatoire, hein, pour la congestion, les suppurations. Voilà. Et alors c'est intéressant d'ailleurs, scrofularia, et on voit, il y a Naja. Et vous savez que tous les venins sont des immunostimulants. Phase 4. Alors phase 4, on voit apparaître ces symptômes qui sont typiques de la phase 4, donc acidose sur sécheresse, douleur chronique, fatigue et irritabilité, lithiase, fissure et ulcération. Ça, c'est un truc que vous devez chercher systématiquement quand le patient vient avec une pathologie douloureuse en particulier. Cherchez les autres symptômes, sécheresse des tissus et des muqueuses, des selles, fatigue et irritabilité. C'est des patients qui sont souvent moyennement sympas. Parce qu'il n'y a rien qui marche, ils ont déjà vu 24 praticiens. Alors, il y a une plante quand même qui est absolument magique à ce niveau-là, c'est l'onagre, hein, qui est riche en oméga 3 et 6, qui sont des pré-prostaglandines et qui vont combattre la sécheresse. Si vous combattez la sécheresse, vous limitez l'acidose. Et donc, R89, Eunothera bienis composé. Alors ça, dès que vous avez un patient phase 4, douleur chronique, fatigue et irritabilité, fissure et ulcération, R89. Phase 5, le système immunitaire est trop fort. On observera une maladie auto-immune. Ce sont les enzymes du foie qui vont réaliser un contrôle en retour sur le système lymphoïde, évitant l'emballement des anticorps vers l'auto-immunité. Et là, on revoit réapparaître le R7, qui est le complexe clé des maladies auto-immunes. Polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique, etc. Donc pour moi, le R7, c'est le traitement de fond des maladies auto-immunes. Et quand le système immunitaire s'effondre en cas de cancer, hein, R17, scrofularia, nodosacompe. Alors la pathogénésie de scrofularia, qu'est-ce qui s'en rappelle? Eh bien, c'est une rectite. Et moi, j'ai soigné comme ça une maladie de Crohn, hein, uniquement avec scrofularia. Et ça l'a stabilisé pendant des années. Et la maladie de Crohn, généralement, c'est assez évolutif. Hein. Et pendant des années, il était extrêmement bien. Alors, que reste-t-il à faire à un naturopathe quand il a effectué un bon drainage et optimisé les défenses immunitaires? Ce qui est quand même 2 points fondamentaux. Eh bien, peut-être on va s'intéresser à ses angoisses, à ses préjugés, à renforcer son identité personnelle et sociale, écouter, recadrer, puis donner de l'espoir. Les plaintes mises en avant sont surtout... Alors, quels sont les grands types de patients qu'on a? Alors, la fatigue. Alors, c'est 75% des gens qui viennent au cabinet. La première chose qu'ils vous disent, je suis fatigué. Bon. Alors, c'est un symptôme qui cache beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je me rappellerai toujours, j'avais une patiente comme ça. Elle vient me voir, une petite mince, tonique et tout. Ah, docteur, je suis fatigué. Bon. Vous avez d'autres symptômes? Non, je suis fatigué. Bon. Alors, racontez-moi votre journée. Alors, elle dit, le matin, je me lève, je prends mon vélo, je monte là, je vais faire mes cours, je reprends mon vélo. Comme ça, toute la journée, tu vois. Elle faisait 40 km, elle courait à pied quand elle avait un moment l'après-midi. Je dis, écoutez, moi, je fais ça, moi, je suis fatigué aussi. C'est-à-dire, je n'arriverai pas à le faire. Voilà. Et en fait, elle était dépressive, mais en fait, ça s'exprimait comme ça, si tu veux. Elle avait besoin de bouger pour se sentir vivre, et puis elle était épuisée, quoi. Voilà, donc là aussi, il ne faut pas être prisonnier des mots, hein, et des étiquettes. Derrière la fatigue, il y a énormément de choses. Hein. Voilà, alors, évidemment, on s'en sert... Alors, alfalfa, ça, c'est la luzerne. Hein. C'est très riche en oligo-éléments et en vitamines. C'est extrêmement tonique. Et puis en plus, mais je vous le dis entre nous, c'est un très bon remède des migraines vasculaires. On va l'utiliser, bien sûr, période de convalescence, fatigue générale, fatigue nerveuse, diminution des capacités physiques et intellectuelles. Ça, c'est un booster. Voilà, très bien. Alors, il n'y a pas que alfalfa hein, dans la formule. Hein. Vous avez phosphorique acide, hein, et puis merde. Hein. Vous avez alfalfa, bien sûr. Vous avez Avena sativa, l'avoine, qui est plus sédatif, qui est très riche en zinc.
calcium phosphoricum, qui est un grand remède de l'os. Vous avez China, qui est un épuisement par vide de sang. Ça, c'est en particulier chez les filles, c'est les épuisements après les règles. Hein. Cinnamonum zelanicum, ça c'est la cannelle, hein, l'intestin des bâcleux. Hydrastis, magnésia phos, qui est un grand remède des douleurs de la plaque motrice, un nux vomica, les intoxications. Et puis le ginseng, qui relance tous les yang, qui est un dynamisant général. Voilà. Très bonne formule, très efficace et pas d'effet secondaire. Les patients se sentent bien, ils sont contents. Alors ensuite, vous avez le R84 Ignatia compositum. Alors, Ignatia, alors c'est amusant, Ignatia, c'est le premier remède homéopathique que j'ai prescrit. J'étais tout content, j'avais prescrit mon premier remède homéopathique. Et c'est un remède de troubles nerveux suite de déception. Il est en binôme avec Staphysagria, où lui, c'est troubles nerveux suite de non-dits. Hein, quand vous avez ravalé la colère que vous avez en vous, là, et que vous avez des cystites, vous avez tout un tas de symptômes bizarres, Staphysagria. Et là, au contraire, vous avez des troubles nerveux suite de déception. Suite de déception. Alors, en médecine chinoise, c'est un vide de qi du foie. C'est vide de qi du foie. Hein, baisse de l'humeur, fatigue nerveuse. Hein. Et puis là aussi, c'est dans le groupe des sodiums. Hein, choc affectif, deuil accompagné de sentiments refoulés. Et puis alors, il y a des petits symptômes très particuliers d'Ignatia, c'est les boules. Boules dans la gorge, des difficultés à parler, à déglutir au niveau de l'estomac. Enfin, ils ont des sensations de boules un peu partout. Voilà. Très, très bien. Formule très simple. Hein. Ignatia, Kalium phos, qui est un grand remède de la fatigue nerveuse, et zincum métal. Le zinc est un grand remède aussi, c'est un phosphore fatigué. Ensuite, vous avez le R14, qui est aussi un complexe riche en zinc, et là, vraiment, c'est le remède de la fatigue nerveuse et des troubles du sommeil. Hein. Alors, vous avez, on retrouve un peu les mêmes, mais il y a Cofea, qui est le grand remède des difficultés d'endormissement. Vous avez Humulus lupulus, le houblon, qui est un grand remède avec tendance hormonale. Il faut savoir que le houblon, c'est une cannabinacée. Hein, donc, c'est souvent les insomnies des fumeurs de cannabis. Ça se traite avec le houblon. Et puis, vous avez, bien sûr, Ignatia, Valeriana, qui est un grand remède de la ménopause. Passiflore, qui est un grand remède de la nervosité chez les enfants. Et puis, Zincum valerianicum, justement, qui est un remède de l'agitation anxieuse. Alors là aussi, petite anecdote, je vais dîner chez un de mes copains pharmaciens. J'ai des copains pharmaciens. Et puis, donc, on passe à table, gentille famille, enfin sympa. Et puis, j'entends boum, 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 boum. Alors je lui dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est mon fils. Alors je lui dis, pour s'endormir, et même quand il dort, il tape la tête contre le mur. Boum, boum, boum. Alors je dis, je veux voir ça. Alors on va dans la chambre, puis en effet, le gamin, boum, boum, boum. Alors je lui dis, ça c'est zincum. Je lui dis, tu prends une dose de zincum 30, tu lui donnes, et puis tu m'en diras des nouvelles. Et il m'a rappelé le lendemain, il me dit, c'est bon, il dort, il ne se tape plus la tête. Et ça, c'est typique de zincum, c'est les mouvements, c'est les gens qui ont besoin de bouger les jambes, vous savez, quand ils sont assis, et en particulier, c'est les mouvements d'ours des enfants. On dit, il faut l'ours, hein, des mouvements comme ça. Voilà, c'est faiblesse nerveuse, zincum. Neuroglobine. Alors, neuroglobine, R47, tension nerveuse excessive, hein, onychophagie. Alors, intéressant comme formule, pulsatilla, donc grand remède de l'émotionnalité, hein, moscus, grand remède d'espace, l'achésis, grand remède des identités bafouées, des colères sur identités bafouées, Ignatia amara, hein, grand remède des déceptions, oui, et glonoline, les bouffées de chaleur aussi. Hein, voilà. Irritabilité, tension permanente, etc.
Donc ça, c'est un remède qui va baisser, c'est un remède des enfants surtout, hein, qui n'arrêtent pas de sauter un petit peu partout, et avec une émotivité énorme. Voilà, vous voyez, sensation de boule dans la gorge, ça c'est Ignacia, envie de pleurer, crise d'angoisse. Un bélion, manque de concentration, on en a parlé tout à l'heure, hein, pour les problèmes de mémoire, très intéressant, avec anacardium et arsenic, trou de mémoire par fatigue nerveuse. On retrouve le R5 chez les gens justement qui font un peu tout et n'importe quoi. Hein, on retrouve arsenic, argentum. Argentum, ce qui est typique d'argentum, c'est, à part le désir de sucre, etc., la grosse problématique d'argentum, c'est la difficulté à choisir. C'est-à-dire c'est des gens qui veulent être sur tous les créneaux à la fois. Hein, et donc ils passent de l'un à l'autre. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont comme ça. Hein. Grand remède de la somatisation nerveuse au niveau de l'estomac. Alors voilà, je vous ai mis quelques livres intéressants de bibliographie psychologique. Hein. Alors, si vous voulez, bon, vous ne serez jamais psychologue, hein, je pense, mais par contre, il y a des trucs que vous pouvez lire qui sont très simples, qui sont sympas. Vous avez par exemple en analyse transactionnelle, hein, vous avez Berne, vous avez Des scénarios et des hommes de Steiner, qui est très bien. L'analyse transactionnelle, c'est une technique qui permet d'analyser le positionnement des uns par rapport aux autres dans la famille, dans la société, etc. Ça permet d'éclairer un petit peu les problématiques familiales. Les thérapies cognitivo-comportementales, très intéressant. Et puis alors ça, c'est une équipe suisse, hein, avec Desplan, Michel et Dorothène. Ils travaillent à Lausanne. Ils ont fait une technique qui s'appelle l'intervention psychodynamique brève. Hein, voilà, modèle de consultation thérapeutique de l'adulte. Comment à travers un entretien ou une série d'entretiens, eh ben, on va faire ressortir les problématiques qui mettent le sujet en souffrance. Voilà. Ils ont fait un bouquin qui est très bien. Et puis après, moi j'aime beaucoup Erickson, hein, l'hypnose ericksonienne. Mengele, alors il y a un bouquin qui est sympa de Mengele, ça s'appelle Les thérapies brèves. Voilà, alors, ça c'est mes bouquins. Il y en a un qui est pas mal, que je vous conseille, qui est très simple, qui s'appelle C'est dans la tête, docteur. Je crois qu'il doit en rester un ou deux, peut-être encore. Alors vous avez ma charmante épouse qui est au fond, qui vous proposera mes petits livres. Et puis il ne faut pas oublier, si vous les avez pris, il ne faut pas oublier de les payer quand même. Hein. Alors il coûte 15 francs le bouquin, en sachant que son prix normal c'est 20 francs, mais je le fais à un tarif préférentiel pour les séminaires où j'interviens. Voilà. Et puis vous savez il y a un certain nombre de sites qui sont vraiment sympas. Vous avez médecineintégrée.com, hein, où vous avez à peu près 2000 cours d'homéo, de naturo, de médecine chinoise, de phyto. Vous avez un herbier, etc. Donc dès que vous avez une question, d'ailleurs vous avez bien vu sur le groupe, hein, dès qu'on pose une question un petit peu pointue, je mets le lien où je traite la question. Voilà. Vous avez MyBiobox qui fait les bilans BNS, vous avez Easy Homéo, Labo Homéo et Pro Labo Homéo Suisse qui sont les excellents sites de Reykjavik Suisse et du laboratoire Robot. Enfin, merci de m'avoir écouté et puis j'espère que ça